Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le coach fait mouche. Qui est la mouche du coach? Ou de l'étude du phénomène coaching, comme nouveau dispositif sémiotique de résolution de crise. Christine Bauer. Résumé. Le coach fait mouche. Qui est la mouche du coach? À toute crise actuellement vécue par les acteurs d'une organisation, la solution désormais proposée est l'incontournable coaching. Ce nouveau dispositif mis en scène comme étant au service des cadres, sous couvert d'une proposition d'aide au changement, ne constituerait-il pas une nouvelle instance destinée à normer de manière indirecte les comportements? Ne s'agirait-il pas d'une de ces machines à produire du sens, assignant en fait à chacun la place qu'il est lui-même censé désirer occuper au sein de l'entreprise? Abstract. The new coaching phenomenon are a regulating process. Any crisis actors of a given organization happen to face as the solution provided by the coaching. This new answer to help the staff in the form of a help to change solution may very well be a new way to indirectly format the behavior. LT may be a way to provide meaning, i.e., to assign anyone the position she is supposed to have within the company. Introduction, vers une approche paradoxale de la crise. Qu'il soit dès l'abord posé que l'irrévérence fondamentale qui préside à la recherche que nous nous proposons d'effectuer sur la problématique de la crise ne se prévaut d'aucun angélisme. En effet, c'est par un biais pour le moins étranger, voire paradoxal que nous aborderons non pas exactement les crises organisationnelles mais la solution qui leur est proposée, à savoir le désormais incontournable coaching. Le maniement du paradoxe va nous permettre de chinoiser à l'envi pour mener cette nouvelle étude. Et il n'y a rien que nous aimons tant car selon nous, cet abord de biais permet souvent un éclairage inattendu. Que voulons-nous dire lorsque nous disons que quelque chose est porteur, non pas porteur de, mais porteur absolument? Tel est l'avertissement sous forme de question qu'adresse au lecteur l'auteur du traité de l'efficacité, Julien 1996, 7. Telle est également la problématique qui ne cesse de nous habiter, à travers les différentes recherches qu'il nous a été donné de mener jusqu'à présent. Ainsi, tout au long de notre étude du cas Philippe Starck ou de la construction de la notoriété, nous nous sommes interrogés sur la stratégie de médiatisation planétaire de ce designer devenu célèbre d'être célèbre. Bauer, 2001, et ne serait-ce pas précisément le déni d'un des plus grands communicateurs de notre temps qui nous aurait orientés vers le choix des stratégies chinoises comme principal outil méthodologique des apostrophes. Analyse propre à rendre compte des agirs communicationnels de ce stratège sans stratégie? Nous avons été conduites à vérifier notre hypothèse de travail selon laquelle, pour exister et durer, le Starck System utiliserait prioritairement des stratégies indirectes de communication. Nous sommes tout à fait conscientes que théoriser ou pratiquer ce type d'action n'est pas le fait de l'unique pensée chinoise. Mais parmi tous les stratèges chinois sont de ceux qui revendiquent ces détours qui donnent l'accès, Julien 1995, sans s'encombrer de questions déontologiques sur de telles approches. Peu importe les notions de bien ou de mal, seul compte, seul opère l'efficacité. Ce n'est donc pas un pur désir d'exotisme qui préside au choix de cette perspective. Notre postulat repose sur le constat que la pensée chinoise est plus à même de rendre compte de tout ce qui touche au champ de l'efficacité que notre pensée occidentale, héritière de la culture grecque plus soucieuse du vrai, du juste ou du beau. Si au travers de la métisse, intelligence rusée, on est certes confronté à une recherche du succès dans le domaine de l'action, pour les Grecs, nous explique François Julien, l'efficacité pratique demeure impensée, Julien 1995. C'est en quelque sorte, tout naturellement, que nous avons convoqué une fois encore ces réflexions sur l'effet appartenant à la Chine ancienne dès qu'il s'est agi de tenter de rendre compte de ce véritable raz-de-marée que constitue depuis peu en France le coaching. Nouvelle machine de guerre destinée à résoudre les crises en tout genre, tant sur le plan personnel que professionnel. La question n'étant pas de savoir si le coaching s'avère une pratique efficace ou non. D'ailleurs, à quelle aune serions-nous capables de juger des résultats? Le questionnement auquel nous allons tenter de répondre a pour simple, ou folle, ambition de porter sur le pourquoi de l'actuel engouement qui met le petit monde du développement personnel, dit DP, en état de choc. Il est vrai que si l'on s'en tient à ce que les linguistes nomment l'effet performatif du langage, il n'y aurait plus de questions à se poser.
En effet, ceux qui ne cessent d'évoquer le coaching en reconnaissant dans le même temps son immense succès opéreraient la transformation d'une assertion en acte de langage tel qu'Oswald Ducrot, 1980, le définit. Cet acte de langage a pour effet non seulement de décrire une situation, mais en quelque sorte de la créer en la décrivant avec autant d'insistance. Nous ne serions pas loin dans le cas qui nous occupe de ces fameuses prophéties auto-réalisatrices, qu'évoque Daniel Bougnou, 1991 sur 195. Ce champ auquel nous venons d'emprunter nos premières réponses, pour n'être pas dépourvu d'intérêt, ne satisfait pas notre curiosité de chercheur. À la décharge des penseurs du coaching, il est certes difficile de rendre compte de l'émergence d'un succès de ce type, de l'explosion de cette nouvelle efficience, sauf à s'éloigner de nos prêts à penser occidentaux, sauf à accepter de décaler sa pensée, au sens d'enlever la cale, Julien 1995 sur 8, sauf à accepter de revisiter nos représentations en leur apportant cet éclairage extrême oriental que nous évoquions précédemment. Afin de lever toute ambiguïté, dès à présent, une précision mérite d'être apportée. Nous ne prétendons aucunement que le coaching puise ses sources dans la culture chinoise ni même que les coachs mettent consciemment en pratique les préceptes de l'art de la guerre. Sun Tzu 1972 ou des 36 stratagèmes. Kircher 1995. C'est une grille de lecture que nous proposons, une approche différente susceptible selon nous d'expliquer l'apparition du phénomène coaching. Mais avant de développer cette interprétation, les mots parlant souvent d'eux-mêmes, il nous a semblé indispensable, afin de périmétrer notre territoire, de recourir tout d'abord à quelques questionnements heuristiques convoquant les diverses étymologies, définitions, synonymies et autres figures présentées comme archétypales faisant écho à cette terminologie franco-anglaise. Afin de parvenir ensuite à cette hétérotopie, si chère à Michel Foucault, nous nous essaierons à une lecture croisée du concept de coaching et des stratégies indirectes chinoises. Nous adopterons une posture stratégique pour étudier le positionnement du coaching, ainsi que l'économie de moyens qui lui est nécessaire. De cette manière, nous pensons déterminer ce qui contribue à rendre ce nouvel accompagnement vers la sortie de crise si universel, ici et maintenant dans le monde de l'organisation et ailleurs, conférant au coaching cette absolue liberté d'action qu'on lui reconnaît déjà. Cette étude sera massivement informée par la lecture d'ouvrages consacrés au coaching, avec une mention particulière pour les travaux de Valérie Brunel dirigés par Vincent de Gauljac, directeur du laboratoire de changement social, Université de Paris 7, Denis Diderot, ainsi que par la visite de divers portails Internet et par de nombreuses rencontres faites au sein de réunions initiées par des organismes de formation recyclés coaching. Parallèlement à cela, une mise en perspective sera rendue possible grâce à la fréquentation de traités de stratégie militaire ou de pensée chinoise et des interprétations qui en sont faites entre autres par François Julien. Le coaching fait mouche. Si nous avons choisi de traiter de la problématique de la crise par l'approche du coaching, ce n'est pas seulement pour user du paradoxe mais également parce que le coaching est actuellement présenté partout comme la providentielle réponse à toute crise organisationnelle. Tous les DRH, consultants, conseils en communication et autres psychothérapeutes voire psychanalystes se mobilisent pour accompagner leurs clients, leurs patients, vers la terre promise de la nouvelle résolution de la crise de vie. L'efficacité incontestablement à l'œuvre concerne donc le fait que cette nouvelle approche de développement personnel semble avoir supplanté toutes les autres, rendant quasi obsolètes, du moins sous leurs anciennes appellations, toutes les analyses transactionnelles, PNL, systémiques, thérapie brève et même la psychanalyse. La fascination qu'il et le coaching exercent s'illustre par la croissance exponentielle des formations, le nombre de plus en plus important de personnes se définissant comme coach, la multiplication d'articles de presse et de séminaires professionnels. Même la télévision s'y est mise. Le coach apparaît sur TF1 dans une émission éponyme destinée au grand public. Un coach cathodique aidant à négocier l'achat d'une voiture ou à perdre des kilos. Forestier 2002 sur 12. Avec un temps de décalage sur le monde anglo-saxon, la grande vague déferle sur la France. Le grand public en redemande, émissions télévisées sur le coaching, multiplication des stages de formation. Par ailleurs, à ce jour, sur Internet, en ne tenant compte que des sites francophones, on peut dénombrer jusqu'à 7610 occurrences concernant le coaching.
Existent également des centres de formation et coaching en ligne et plusieurs portails. Bernard Evin et Jane Turner, les grands maîtres du dojo, au lieu de la PNL programmation neurolinguistique, ont su eux aussi, opportunément opérer un glissement vers le coaching proposant un cycle de formation certifiante avec initiation puis formation dite de base et avancée. Eux-mêmes se disent coachs et pratiquent des supervisions pour d'autres coachs. Le couple a même co-écrit un manuel de coaching, 2002. La Ségos a depuis l'apparition du coaching triplé ses offres de formation. Par rapport aux stages, émissions télévisées, internet, articles divers, le monde de l'édition n'est pas en reste. C'est dans l'édition que l'émergence du phénomène DP, développement personnel, est la plus flagrante. Les ventes ont bondi de plus de 62% en une année. Surfant sur la déferlante, les librairies Fnac proposent depuis quelques semaines un rayon spécifique. Nouvel Observateur, janvier 2004/12, à Paris et Rolle, la librairie destinée aux organisations n'est pas non plus en manque d'ouvrages consacrés au coaching. Il est même, révèle Ursula Gauthier, Nouvel Observateur, janvier 2004/13 à 17, une très sérieuse maison d'édition, Duno, qui, pour ne pas choquer les milieux académiques rétifs, publie depuis 2002 sous l'appellation Interédition tout ce qui concerne le DP. L'éditrice de cette collection pirate précise: contrairement à la mode des livres sur le management dans les années 1980 qui s'est soldée par une chute du marché, il s'agit cette fois d'un vrai phénomène de société. Le coaching ne se présenterait-il pas comme le successeur des trop célèbres sauts à l'élastique ou des marches sur les braises en vogue pour les cadres dans les années 1980 ? Ce qui de toute façon apparaît incontournable, c'est le constat de la dernière de couverture du manuel de coaching, Evin Turner, 2002. Le coaching connaît une popularité croissante. Il constitue un puissant outil de développement et de réussite. Notre propos ne consiste pas à nous prononcer sur la seconde proposition, mais nous ne pouvons qu'abonder dans le sens de la première avec toutefois une réserve. Il nous semble en effet que cette popularité croissante dont il est partout question corresponde certes à une demande, mais cette demande n'est peut-être pas uniquement celle que l'on croit. Pour avoir assisté à nombre de réunions d'information dispensées entre autres par le dojo, nous pouvons affirmer que le public était dense, jusqu'à plus de 200 personnes par réunion, mais que ce public était très majoritairement, pour ne pas dire uniquement, constitué par des postulants à la nouvelle profession de coach. Nous n'avons en ces instances ressources jamais rencontré de personnes désireuses d'être coachées ou de DRH en quête de coach pour leur cadre ou leurs équipes. D'ores et déjà nous pouvons risquer cette première affirmation. Si le coaching se présente comme une résolution de crise, c'est d'abord la crise qui agite les praticiens du développement personnel, et auquel, au prix souvent prohibitif d'une formation rapide aux techniques du coaching, on laisse envisager des débouchés inespérés. Force est de constater que nous sommes bien là face à quelque chose de porteur, ou pour parler comme les journalistes face à quelque chose de tendance. Et si cette nouvelle mode a déjà fait l'objet de plusieurs émissions télévisées, fait couler beaucoup d'encre et n'a pas manqué de générer via Internet de multiples informations sur cette méthode présentée comme nouvelle, nous n'avons pas, quant à nous, au cours de nos diverses investigations, rencontré la moindre réponse concernant l'explosion d'un tel phénomène. Pour être tout à fait honnête, nous n'avons a fortiori pas rencontré non plus le moindre questionnement susceptible d'apporter ne fût-ce qu'un embryon de réponse à une question qu'on ne se pose généralement pas. Les discours les plus proches de notre perspective ne font qu'interroger le phénomène de mode sur sa durée probable et qu'affirmer son efficacité pour ainsi dire jamais remise en question. Tout se passe ici comme si la tendance allait de soi, était de l'ordre de l'évidence. Le plus sûr moyen d'éviter d'avoir à répondre à des questions demeurant de ne pas se les poser. Les nouveaux théoriciens du coaching semblent mettre en pratique l'ancien proverbe chinois selon lequel le meilleur moyen de faire disparaître un éléphant consiste à regarder à côté. Eu égard à nos origines de linguistes, nous serions tentés dans un premier temps de trouver dans la langue elle-même une possible réponse à notre problématique. Vraie et fausse source. Du coach au coach. Coach. Voilà un mot que les anglo-saxons nous ont emprunté, avant de le réexporter à travers le monde. Tiré du français coche, le terme coach fait allusion à une grande voiture tirée par un cocher mais aussi au coche d'eau, bateau tiré par des chevaux avançant sur la rive. Forestier, 2002/7.
Et Gilles Forestier d'ajouter avec pertinence qu'on retrouve la philosophie du coaching dans l'étymologie du mot, en soulignant que le cocher ne choisit ni ses passagers ni l'endroit où il les mène. Son intervention consiste uniquement à aider les voyageurs qui le souhaitent à atteindre la destination qu'ils se sont fixée. Chantal Igilang et Charles Gellman 2002/8 soulignent quant à eux qu'en anglais le mot coach signifie entraîneur et que le coaching, même s'il est fréquemment apparenté au domaine sportif, il l'a à présent largement débordé pour s'inscrire dans un projet ambitieux et pragmatique au service de l'entreprise. Il précise en outre que si le coaching est largement orienté vers l'individu, il a également une dimension collective. Et est avec une pertinence aussi grande que celle dont faisait preuve l'auteur précédemment cité, ces autres théoriciens du coaching d'ajouter que la devise olympique, Sissius, Altius, Fortius. Par le biais des étymologies et autres sources, nous voici donc déjà en quelque sorte face à une véritable profession de foi du métier de coach. Il ne manquait plus pour légitimer indiscutablement la profession, que d'évoquer quelques illustres exemples historiques, ce qui n'a pas manqué d'être fait. Du serpent à l'ange gardien. Furent ainsi convoqués dans le désordre, l'incontournable maïeutique socratique et son illustre « Connais-toi toi-même », Forestier 2002/7, mais aussi l'image plus discutable peut-être du serpent de la Genèse en qualité de premier coach invitant ses célèbres clients à goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance. Igilang Gellman 2002/25, mentor auquel Ulysse ne manqua pas de confier Télémaque jouit bien sûr d'un droit de cité dans le panthéon du coaching. Par ailleurs, Joseph dont on nous informe que le prénom signifie que Dieu ajoute, est considéré par les auteurs comme n'étant rien moins que le prototype du coach psychanalyste par son art de lire, de décrypter les rêves et l'inconscient, de lire dans le désir humain et d'en tirer des conclusions de management. Pour mémoire, rappelons que celui que Dieu lui-même a ajouté, fut le conseiller de Putiphar. Est également évoqué le prince, auquel Machiavel, représentatif du coaching stratégique selon les auteurs, préconise un secrétaire dont le rôle est d'être dépositaire des secrets. Richelieu, illustre conseiller du Louis XIII, participe bien sûr de cette prestigieuse énumération destinée à conférer ses lettres de noblesse à la discipline, objet de notre étude. Malgré cette méritoire énumération construction des prédécesseurs illustres du coaching avant la lettre, nous prenons le risque d'affirmer qu'à part Charon chargé de faire franchir le Styx, aucun autre nom de passeur n'encombre véritablement notre mémoire collective. Néanmoins, de ces études sur l'origine du mot et de la chose, nous retiendrons ce rôle modeste de passeur, celui qui se présente comme ne conduisant son passager que là où celui-ci souhaite se rendre. Les sages chinois n'incitaient-ils pas à la modestie voire à l'effacement, non par souci de moralité mais d'efficacité car on tape sur le clou qui dépasse de la planche, dépasser les autres suscite envie donc hostilité. Plus perfidement encore pour poursuivre ce parallèle avec la figure du coach qui nous occupe, l'on pourrait également retenir que Charon ne consentait à prendre dans sa barque que les ombres de ceux qui portaient dans leur bouche le prix de leur passage. Anonyme, le coach n'en officie qu'avec plus d'efficience, Julien 1996/145, le moins étant dans la pensée processuelle chinoise générateur de plus, le vide entraînant le plein. Ne figeant rien, il demeure porteur de toutes les virtualités. Et n'oublions pas que dans la stratégie militaire chinoise, le personnage invisible par excellence dont le rôle est d'écouter et dont l'importance est soulignée par Sun Tzu, n'est autre que l'espion. Il est même conseillé de rétribuer le service d'espionnage plus que tout autre corps d'armée. Certes le coach est à l'écoute, certes il se fait payer très cher, de 230 à 450 € de l'heure pour une entreprise et de 150 à 200 € pour un particulier selon les données de la Société française de coaching, SFC, mais oser le comparer à un espion, au service de l'entreprise, peut apparaître par trop irrévérencieux. Il existe une éthique du coaching avec charte de la SFC mais, selon nous, cela n'exclut pas une certaine ambiguïté quant au rôle du coach. Le paradoxe n'est-il d'ailleurs pas une autre figure chère à la pensée chinoise sur laquelle nous ne manquerons pas de revenir dans la suite de cette recherche. Quoi qu'il en soit, de cet historique imaginaire dans le sens où il s'agit des origines que l'on prête au coaching, nous retiendrons deux éléments prépondérants. Coexisteraient,
D'une part la croyance en une parole en quelque sorte magique puisqu'elle serait capable de construire du sens et ce faisant, d'apprivoiser le monde et d'autre part la croyance tout aussi prégnante que le fait de dire ne suffirait pas, il serait nécessaire de dire à quelqu'un pour le bon déroulement du processus. Et la jeunesse de cette écoute par un tiers, si elle ne manque pas d'évoquer les figures très anciennes du confesseur ou déjà anciennes du psychanalyste, n'est certes pas non plus sans évoquer pour nous le fameux ange gardien, justifiant le comportement schizophrénique de ceux qui depuis la nuit, des temps en appellent à leur coach interne. Pour l'heure donc, rien de véritablement nouveau ni dans les organisations ni dans les moyens mis en œuvre pour trouver une issue aux crises traversées, rien, si ce n'est ces appellations de coach et de coaching, rien si ce n'est l'immense bruit fait autour. Rien de neuf et pourtant on en parle. Faire quelque chose à partir de rien, telle est la ruse préconisée par le stratagème numéro 7, von Sanger, 1992, qui ne requiert que très peu de moyens puisqu'il ne s'agit que de faire croire et non de faire. François Kircher, 1995, donne comme titre à ce stratagème « Transformer le mirage en réalité ». La stratégie est l'art du mensonge, n'est-ce pas ce qu'énonce Sun Tzu dès le premier chapitre de L'art de la guerre, 1978. En fin de compte, peu de moyens mis en œuvre pour une efficacité maximale. L'approche pour le moins très indirecte, discrète jusqu'à l'effacement, la très économique économie des forces utilisées, le maniement du paradoxe, et d'emblée nous voici au cœur de la culture chinoise. Après cette première étude fondée sur les origines et sources du coaching, nous nous proposons de risquer une approche stratégique susceptible de rendre compte de l'explosion jusque-là inexpliquée, ni vraiment interrogée, du phénomène coaching. Cependant, nous tenons à rappeler préalablement qu'il ne s'agit pas pour nous de faire des stratégies chinoises un lit de Procuste, mais selon nous ce mode de pensée nous semble propre à apporter une vision nouvelle de l'efficacité opérante ici. Qui est la mouche du coach ? Positionnement stratégique en creux. Si, à ce stade de notre recherche une définition était à tenter, nous avancerions que le coaching se caractérise comme l'action d'accompagner quelqu'un sur une période limitée, dans des situations précises avec pour objectif de l'aider à gérer un changement. Ceci constitue en effet la définition sur laquelle chacun s'accorde mais non sans émettre préalablement quelques dénégations, qui, à force d'être réitérées, n'ont pu qu'attirer notre attention tant elles semblaient nécessaires à la bonne lecture de ce que devait être la bonne pratique du coaching. De la sorte était donné le sens, à entendre à la fois comme signification et direction à prendre, ou plus exactement ici à ne pas prendre. Nous avons cru comprendre qu'explicitement la définition ainsi balisée devenait non pas seulement descriptive mais prescriptive. En effet, il était toujours précisé que le coaching n'était surtout pas à confondre ni avec une analyse dont le coaching n'avait pas la durée, ni avec une thérapie dite brève à laquelle pourtant le coaching ne manquait pas de faire des emprunts fréquents. Éloge du moins au prix des paradoxes. C'est en creux qu'est construit le positionnement de départ et si l'on peut y voir une pirouette, une provocation, une telle constance semblerait surtout induire un enjeu d'importance. Le fondement de toute stratégie consistant à exister et à durer, il peut paraître pour le moins inopportun voire au final, peu stratégique de se situer dans le déni. Dans une optique chinoise difficile à appréhender pour nous occidentaux, Han Cheng, 1997, l'a souligné, il n'y a pas s'avère supérieur à il y a. François Julien, 1995 sur 132, se pose lui-même la question, pourquoi l'effet doit-il paraître en manque pour s'exercer ? On note qu'il n'est question que de paraître. L'explication qui suit précise que cela ne signifie pas que l'efficacité soit réellement en manque, mais qu'il est légitime qu'elle le paraisse pour qu'elle soit toujours appelée à advenir, en ayant à opérer, et ne se laisse pas complètement actualiser. Et d'ajouter parlant de l'efficacité, au lieu de s'imposer en plein grâce au vide qu'elle contient, elle peut exercer son plein effet. Infiniment nuancés se révèlent les propos de François Julien qui n'opposent pas le vide au plein, mais qui évoquent une sorte de vide fonctionnel qui rendrait possible le plein effet du plein. Avec cet éclairage nouveau ou plus exactement très ancien, on est amené à considérer tout à fait différemment cette construction du coaching comme non-thérapie brève ou longue. C'est bien d'une activité sémiotique qu'il s'agit ici. Pas question de ne pas être thérapeute, il faut et il suffit de paraître vouloir ne pas l'être. Attitude pour le moins étonnante que celle qui consiste,
À revendiquer ne pas faire ce que l'on fait. Tromperie. Mensonge. Opportunisme. Bienvenue en ces temps d'amendement écoyé, où il ne fait plus très bon flirter avec la thérapie. Le sage chinois revendique d'être sans idée, c'est-à-dire sans idée arrêtée. Il prône la flexibilité. L'occidental dira même qu'il y a lâcheté à fuir, là où les Chinois citent le 36e stratagème qui fait l'éloge de la fuite, et est considéré comme le stratagème suprême puisqu'il permet de sauver l'essentiel, c'est-à-dire sa vie. Pas de morale, de l'efficacité toujours. Ce déplacement du terrain des opérations de la thérapie vers quelque chose qui utilise la même approche, mais se défend d'être une thérapie, crée la surprise et rend de ce fait difficilement attaquable le coaching. Éloge du changement. Le second élément qui nous frappe dans cette définition consensuelle du coaching est le présupposé selon lequel il est nécessaire de gérer un changement. Ceci nous interpelle particulièrement car dans la culture chinoise, tout est toujours changement eu égard à la variabilité de notre environnement. C'est la fluidité de l'eau qui lui permet de vaincre la montagne. Les métaphores concernant l'eau sont multiples et sagesse et stratégie chinoise se rejoignent pour affirmer qu'en termes de coût et d'efficacité, il est préférable de descendre le courant plutôt que d'user ses forces à aller contre. La vie ressemble à la descente d'une rivière en kayak, il faut aller dans le sens du courant. Turner et 2003/13. N'était l'allusion au kayak? L'on pourrait croire à un conseil formulé par un sage chinois alors qu'il s'agit des apostrophes un modèle de coaching, destiné à apprendre à se coacher soi-même, et à transformer le changement en ressource au lieu de le considérer comme une menace, car nous savons maintenant que le changement est notre réalité première. Et pour pratiquer ce changement inéluctable, on préconise également le lâcher-prise par rapport à d'éventuels projets précédents. La fin peut être douloureuse. Elle exige que nous lâchions prise par rapport à nos projets, que nous cessions de faire des efforts pour maintenir un système qui n'est plus valorisant pour nous ou qui a mal tourné. Arriver à la fin d'un cycle, deux choix s'offrent à nous. Soit réparer ce qui a mal tourné et réaménager notre scénario, soit complètement changer de voie et construire un scénario nouveau. Turner et 2003/29. Le changement est uniformément qualifié d'état permanent. Brunel 2003/88. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.